Bonjour et bienvenue à cette réunion de Chantier de France, consacrée ce matin aux travaux urbains. À un an des municipales, il nous a paru important et intéressant d'aborder ce sujet avec un panel de représentants de la profession. Nous vous proposons deux tables rondes ce matin. La première parlera d'acceptabilité de ces chantiers, en précisant leurs contraintes, la mise en œuvre compliquée parfois des matériels et les solutions que les entreprises trouvent à ces sujets-là. La seconde sera plus orientée sur l'électrification des chantiers urbains. C'est un lieu évidemment idéal pour mettre en œuvre des matériels et des outillages à motorisation alternative. Nous verrons comment on les alimente, avec quelles sources d'énergie et quels seraient les axes de progression sur ce sujet-là. Avec nous ce matin, un panel de spécialistes des travaux urbains. Mais avant de vous les présenter, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long des débats à nos invités. Elles seront relayées en fin d'émission par Mathieu, qui viendra sur le plateau. Avec nous ce matin, Vincent Aftouche, directeur des installations France de JC Deco. Bonjour Vincent. Bonjour, merci pour votre invitation. Alexandre Doyer, président de l'entreprise Doyer Démolition. Inutile de vous demander votre secteur d'activité. Parlez-nous de votre périmètre d'intervention. Bonjour Jean-Noël, merci pour votre invitation. Nous travaillons essentiellement sur les chantiers de déconstruction urbaine qui intègrent toutes les problématiques que vous avez évoquées. Vous êtes bienvenu. Patrice Decour, expert matériel au sein de la direction matérielle de Vinci Construction France. Bienvenue. Merci Jean-Noël pour votre invitation. Et José Ramos, notamment président d'Essonne TP. Là aussi, on a compris le métier et la géographie, mais elle dépasse quand même le seul département de l'Essonne. Bonjour Noël, merci de votre invitation. Effectivement, ça dépasse le département de l'Essonne. On travaille plutôt sur la partie sud francilienne et on participe à beaucoup d'aménagements urbains dans les zones concentrées, on va dire. Donc un tour de table parfait, idéal, tel que nous l'avions imaginé. Vincent, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Claude Decaux, pouvez-vous nous présenter l'entreprise et on va dire que l'urbain, c'est un petit peu votre jardin. Oui, bien sûr, c'est notre terrain de jeu. Oui. Effectivement, nous, on est une entreprise française qui a été créée il y a 60 ans, qu'opère dans la France et dans le monde. Notre métier, en fait, c'est d'apporter du service aux usagers, aux collectivités, à travers le mobilier urbain. Donc, c'est par exemple les abribus, les kiosques à journaux, les sanitaires automatiques, les stations vélo, etc. Voilà, donc on apporte ces services au quotidien. On est à la fois concepteur, installateur et puis exploitant opérateur. Et en fait, tous ces services sont gratuits pour les villes et les collectivités. Et la gratuité de ce service est financée par la communication des marques dans nos mobiliers urbains. Voilà, donc on est présent, on a un petit peu plus de 3000 collaborateurs en France. On est aussi présent dans le monde, dans 80 pays. Et on est un petit peu plus de 10 000 à l'échelle de l'ensemble du groupe. D'accord, pour situer les enjeux en termes d'équipement, combien d'abribus, par exemple, vous gérez sur le territoire français ? On est aux alentours de 40 000 abribus sur le territoire français. Alors c'est très divers parce qu'en fait on est implanté à la fois dans des grandes villes avec plusieurs milliers de mobiliers urbains, comme des villes de taille plus intermédiaire ou plus petites. Donc en fait on opère, je dirais, des typologies de contrats très variées en termes de taille, de contraintes, toute situation géographique. Sur un modèle très intégré, puisque vous installez, vous entretenez, vous maintenez, vous transformez, vous maîtrisez toute la chaîne de valeur. Exactement, et qui est internalisé. C'est un choix fort de l'entreprise, dès le début, de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc effectivement, ça part de la conception, du design de nos mobiliers, après l'ensemble des opérations qu'on internalise également. Alexandre, vous l'avez précisé, vous êtes francilien, donc forcément vous intervenez très majoritairement en milieu urbain. Quand on est déconstructeur, je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas, on est sur des travaux de démolition. Est-ce qu'on ajoute une difficulté à la difficulté ? Oui, tout à fait. Ce qui prime dans notre regard sur l'opérabilité d'un chantier, c'est d'abord la santé et sécurité de nos salariés. Mais quand on protège nos salariés en première ligne, on protège évidemment nos riverains. Et quand je parle de protection, on intégrera tous les sujets de bruit, de poussière, de vibration. Et dans les poussières, on sait que la ville produit elle-même
des gaz à effet de serre, des particules fines, et le chantier n'est pas là pour empirer les choses dans la limite des technologies qui nous sont proposées. Il faut bien garder en scope qu'un des constructeurs, la chaîne de valeur, contrairement à vous, nous, elle va partir de la détention du déchet jusqu'à l'usage du déchet avec un objectif de réemploi et de recyclage fort. Hein. Les taux aujourd'hui d'usage, c'est 80-85% de matières qui ne vont pas en enfouissement, mais qui vont trouver un nouveau circuit. Est-ce que l'acceptabilité de votre intervention en milieu urbain reste sensible, ou aujourd'hui, avec les efforts de communication en amont et les dispositifs que vous allez déployer tout au long des travaux, ça se passe plus facilement vis-à-vis des riverains, des commerçants, des usagers de la ville ? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les données d'entrée d'un projet, où la maîtrise d'ouvrage nous indiquera systématiquement dans quel contexte on se situe, et chacun devant continuer à opérer dans sa propriété, le chantier doit s'intégrer dans ce milieu urbain. Ça veut dire que vous pouvez être en collaboration ou en directe mitoyenneté avec une salle des marchés qui travaillera toute l'année en fonction des places boursières, une école, des logements, des bureaux, un marché le mercredi par exemple. Donc c'est tout un tas de contraintes qu'on va devoir intégrer pour élaborer des modes opératoires et faire des choix de matériel également. José, quand on intervient sur la voirie, ce qui est par nature votre métier, là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a une gêne, il y a des restrictions. Comment on gère cette approche ? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est toujours effectivement que le maître d'ouvrage doit effectivement anticiper l'information aux riverains et aux usagers, proches ou plus, pour effectivement avoir une réflexion sur la mobilité, l'impact sur la mobilité, parce qu'on peut aussi effectivement être soit sur l'espace privatif de la collectivité, où là, la gêne est quand même qu'aux usagers directs. Mais par contre, effectivement, quand c'est un axe routier ou un axe d'infrastructure, on est amené à informer de manière plus large. Donc, effectivement, l'acceptabilité de nos interventions en domaine urbain, en tous les cas dans l'espace où il y a effectivement une certaine population, on doit être amené à informer, préparer. Et puis aujourd'hui, on a aussi une particularité. Aujourd'hui, on a besoin aussi d'avoir une information immédiate. On a besoin d'informations. On vit une période où l'immédiateté est quelque chose d'important. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est. C'est de l'information en temps réel. En temps réel. Au fur et à mesure du déroulement du chantier. Absolument. Pas comme effectivement il y a quelques années où on annonçait dans le petit magazine communal ou de la ville, il y aura des travaux à telle période. Aujourd'hui, on est amené à être plus précis. On a besoin effectivement que les gens puissent avoir de l'information presque en direct de l'évolution du chantier, aussi de l'occupation de l'espace. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, on a un chantier arrêté, on a l'impression que le chantier est arrêté, mais parce qu'effectivement, on attend des décisions, on découvre des réseaux différents, et surtout, effectivement, en zone urbaine où on n'a pas forcément un retour immédiat, une capacité à intervenir immédiatement, et on a une coordination à avoir qui est quelquefois plus large. Donc important, effectivement, de communiquer, d'expliquer aux gens la vie de notre chantier, l'impact sur leur vie journalière, que ça soit effectivement dans les horaires classiques, mais aussi la nuit. Ça peut arriver qu'on intervienne en zone urbaine pour éviter la gêne à la population de travailler la nuit. Et effectivement, là, on a une notion de bruit, une notion de transport, de mobilité, et une gêne différente, donc avec une information qui forcément est différente. On parle depuis plusieurs années de chantier furtif. Est-ce que c'est un concept séduisant, ou est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est la réalité de vos interventions ? Aujourd'hui, chantier furtif, on peut avoir un chantier furtif si le chantier est avec un faible impact sur l'infrastructure. Mais aujourd'hui, les chantiers ne sont pas forcément que des chantiers d'une heure, 2 heures ou d'une journée. Les chantiers peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour certains quartiers, plusieurs années, puisque les quartiers qui vont avoir à se transformer ou qui se sont transformés prennent des fois des années. Et c'est vrai que les gens ont toujours tendance à se dire, un chantier des travaux du Grand Paris Express, on l'a vécu et on continue à le vivre. C'est entre 3 et 4 ans d'impact sur les riverains et sur sa population. Donc là, effectivement, il faut avoir des gens sur place qui font le lien avec la population, donc des référents qui puissent être présents. On informe, on met en place un numéro de téléphone. Donc il y a un vrai lien avec la population pour que l'usager soit aussi en capacité d'accepter ce temps qui est nécessaire à ce que l'infrastructure se fasse et que le quartier se transforme. On parlait tout à l'heure de Nanterre, le quartier, quand il va se transformer encore quelques dizaines d'années, je l'espère en tous les cas pour cette région. Donc c'est vrai qu'on doit avoir créé du lien, on ne travaille plus
aujourd'hui comme on travaillait il y a 50 ans. Et je pense à aujourd'hui, puisqu'on est en région parisienne, un visionnaire, je vais utiliser la vision qu'avait eue Jacques Chirac quand il était à la ville de Paris. Il a créé un protocole aujourd'hui qu'on transforme, d'acceptabilité, je vais le dire comme ça, même si ce n'est pas son vrai nom. Voilà, le protocole de suivi des chantiers de la ville de Paris, c'est un protocole qui est suivi avec des engagements, avec des contraintes, avec des restrictions, mais également des méthodes de réponse à l'acceptabilité de nos chantiers, la propreté, l'information. Donc voilà, la bonne tenue, des la bonne tenue. D'ailleurs, le protocole effectivement s'appelle le protocole des tenues de chantier. Donc voilà, des bonnes tenues et des bonnes pratiques. Patrice, pour réaliser ces travaux, il faut des matériels. Est-ce que, suivant que vous intervenez, la société, le groupe intervient en ville ou en race campagne, le choix des matériels, leur sélection diffère? Oui, bien sûr. Bon, néanmoins, on sait très bien qu'aujourd'hui, le matériel, si on parle de matériel à faible bruit, même le matériel électrique aujourd'hui qu'on pourrait disposer, il nous reste toujours le bruit des outils. Le bruit des bras, le bruit des forêts, des fraiseuses, etc. Donc il y a toujours un bruit résiduel qui est pas lié à la motorisation de la machine. Donc il va de soi, de temps en temps, pourquoi pas isoler aussi les chantiers avec des murs, pourquoi pas des murs anti-bruit comme qui existent, des bâches, etc. Qu'on peut trouver dans le commerce, on va dire. Pour vous, c'est la première nuisance et c'est là où il faudrait peut-être améliorer les choses pour contribuer à une meilleure acceptabilité. Aujourd'hui, quand vous voyez une machine électrique, on dit ouais, l'opérateur il n'entend plus le bruit de sa machine, et aujourd'hui on dit heureusement que l'outil fait encore du bruit, comme ça on sait que la machine est là, quoi. C'est le jeu dans les bras, c'est la fraise, notamment si on parle de bâchis sur l'étanche, qui fait encore du bruit, c'est ces bruits-là qui gênent plutôt les riverains plutôt que le bruit du moteur. Parce qu'aujourd'hui les moteurs, avec nos machines, ils sont insonorisés. Même les moteurs thermiques, on les entend à peine aujourd'hui. Donc il y a eu des progrès. Il reste peut-être encore une petite évolution sur l'électroportatif. Le bip-bip, etc. aussi. Vous avez encore plein de petits bruits qui restent. Bon, après, ils sont utiles pour notre prévention. Et... Tout à fait. Vincent, vous parlez de micro-chantier. Est-ce que vous pouvez nous présenter une réalisation typique d'un équipier Jean-Claude Decaux au quotidien? Oui, en fait, on a une activité, effectivement, je pense, chez nous un petit peu singulière, peut-être par rapport à mes collègues aujourd'hui autour de la table. En fait, nous, on opère principalement des petits chantiers, des micro-chantiers de surface, principalement. Voilà, si je prends l'exemple d'un abribus, si je prends l'exemple peut-être même d'un abribus qu'on viendra installer dans un site qui n'en soit pas équipé, même si c'est finalement de moins en moins souvent le cas. Voilà, nos opérations, c'est de venir... baliser, ouvrir, décrouter, faire des massifs et des raccordements électriques, par exemple, pour alimenter le mobilier. Voilà, venir l'assembler et voilà, refermer derrière, finition de sol, nettoyage, etc. Donc en fait, on est sur des opérations qui sont finalement assez courtes, voilà, qui s'échelonnent sur peu de temps, quelques semaines quand il y a des temps de séchage, etc. de béton. Mais voilà, donc on est sur des choses relativement courtes qui sont en fait un petit peu perlées, c'est-à-dire que c'est des opérations de quelques heures ou d'une demi-journée qui vont s'échelonner sur au plus quelques semaines. Par contre, c'est multisite. Si je prends l'exemple de la ville de Paris, par exemple, voilà, qu'on vient remplacer ou renouveler 2000 abris dans la ville de Paris, en fait, c'est 2000 micro-chantiers qu'il faut opérer. Donc chacun pris individuellement et voilà, relativement court. Mais voilà, faut gérer une simultanéité de chantiers. Tout ça avec des moyens matériels en propre? Alors c'est mixte. On a des moyens matériels qui sont soit dont on est propriétaire, soit qu'on loue, pour aussi s'adapter à l'évolution des outillages. Nous on utilise, si je prends l'exemple on parlait d'électroportatifs, nous on utilise beaucoup d'électroportatifs. C'est vrai que pour nos opérations de génie civil, auxquelles on fait d'ailleurs régulièrement aussi appel à des prestataires de VRD qui ont l'habitude et qui sont outillés pour... ça nécessite des engins de chantier, du matériel à part et adapté. Et sinon, pour le reste, c'est des petits moyens assez légers, principalement de l'électroportatif, et pour lequel on est plutôt en location en ce moment pour s'adapter aussi, parce que c'est des techniques et des matériels qui évoluent. Pour ne pas gêner l'usager, vous intervenez tôt le matin.
Alors, en fait, ça dépend beaucoup des mobiliers. C'est-à-dire qu'on intervient, alors oui, on intervient plutôt tôt le matin pour éviter aussi de venir saturer la circulation avec voilà, des déplacements. Donc on intervient plutôt tôt. La plupart de nos opérations, si je mets de côté voilà, le fait d'aller ouvrir les sols, faire du génie civil ou des tranchées, où là, il y a des bruits, comme vous disiez, liés au-delà du matériel, liés à l'opération en elle-même, qu'on va plutôt faire en journée. Les autres opérations de montage, on peut effectivement les faire plutôt le matin, parce que c'est assez peu de bruit globalement, hein, c'est l'électroportatif, c'est pas des moyens très lourds. Voilà. Mais on peut aussi faire des choses la nuit, par exemple, on est en train de renouveler, là, en ce moment, on est en train d'achever le chantier de renouvellement des 435 sanitaires automatiques qu'on opère dans Paris, et où là, il y a une partie des opérations en journée, le génie civil, mais finalement, il y en a très peu, parce qu'en fait, on réutilise de l'existant, des infrastructures souterraines qu'on valorise, et voilà. Et par contre, l'installation, la pose, où là, on est sur des opérations de grutage, on le fait plutôt la nuit, voilà, pour des raisons de circulation et d'emprise sur la chaussée. Est-ce que pour vous, compte tenu de la furtivité, entre guillemets, et de la rapidité d'exécution, c'est l'emprise qui est le plus sensible pour vos interventions? Oui, l'emprise, et puis le fait que, comme notre vocation, c'est finalement d'apporter du service aux gens, intervenir pour nous, quelque part, pendant la durée de notre intervention, c'est réduire le service, puisqu'on est en train d'intervenir sur le mobilier. Donc il y a déjà cet élément-là qui fait qu'on recherche naturellement à limiter les temps. Et après, effectivement, c'est des emprises. Alors on les réduit vraiment au plus petit. On est sur quelques mètres carrés à chaque fois. On n'est pas sur des emprises très volumineuses. Mais voilà, on travaille beaucoup sur le... On a des équipes, méthodes dédiées qui travaillent la dimension des emprises par rapport au cheminement PMR, par rapport aux contraintes de stationnement de véhicules des usagers, enfin de la vie en fait autour. Donc ouais, on travaille beaucoup là-dessus, avec le 8e protocole aussi de tenue des chantiers, dont on est signataire. Effectivement, ça fait de nombreuses années qu'on travaille aussi sur ces sujets-là. Donc voilà, on recherche effectivement la furtivité. Est-ce qu'on est furtif? Je pense que c'est le mieux placé pour le dire, c'est des usagers. En tout cas, c'est ce vers quoi on tend, c'est notre objectif. Alexandre, entre l'emprise, les émissions, le bruit, est-ce qu'un chantier de déconstruction cumule les trois difficultés? Oui, bien sûr, mais j'aimerais revenir sur un point que vous évoquiez sur le bruit. Et pour faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, le bruit finalement est une notion subjective qui évoluera d'une personne à l'autre, d'un usager, de la tâche qu'on est en train d'accomplir ici et maintenant. Et on aime plutôt parler d'émergence. C'est-à-dire qu'un bruit n'est pas ressenti pareil en plein trafic à 8h30, 9h qu'à 23h dans un temps calme de ville. J'allais dire que le mot-clé là-dedans, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la communication avec les riverains, sans aller dans un excès où le riverain n'est pas un maître d'œuvre. En revanche, quand on sait à quoi s'attendre, quand on sait qu'un matériel devra être projeté pour ce convoi exceptionnel qui doivent se faire par arrêté préfectoral pendant les temps de nuit, si le riverain est informé correctement qu'à 4h du matin, il va y avoir un déchargement, il y aura des bip-bip, l'acceptabilité est déjà un peu là. On n'aime pas beaucoup les surprises, on n'aime pas beaucoup être réveillé, qui que ce soit d'ailleurs, quand bien même on est entrepreneur ou opérateur dans le monde du bâtiment. Quand on est chez soi, on n'a pas trop envie d'être embêté. José, entre un chantier au cœur de Massy et dans un petit village au sud-est du département, est-ce que la perception de ces nuisances au sens large est différente? Est-ce que votre approche du chantier est différente? Je dirais que les contraintes sont différentes, donc effectivement les réponses sont forcément différentes. Ce que disait mon prédécesseur dans l'intervention, c'est effectivement aujourd'hui, est-ce qu'on fait plus de bruit ou est-ce que c'est acceptable dans un domaine urbain ou un domaine plus rural? Effectivement, les gens qui vont vivre à la campagne, ils ont besoin, aujourd'hui on le voit, les soucis de voisinage, vous allez à la campagne, vous entendez un coq, ça peut vous perturber ou pas, c'est comment on apprécie le bruit. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quelqu'un qui va être en zone urbaine, peut-être sera sensible de manière différente au bruit et acceptera certaines contraintes, en tous les cas quelques gênes. En milieu rural, on acceptera certainement moins, et on le voit bien hein, au gré de la vie, de s'apercevoir que on a des réponses différentes.
Mais c'est vrai qu'on est aussi en zone rurale avec des aménagements différents. Peut-être des aménagements où on va mettre en valeur un village autour d'une église, autour d'un espace où les gens ont besoin de le voir se développer, en tous les cas peut-être même d'ailleurs l'améliorer dans l'usage, mais aussi dans sa visibilité. Donc les gens peuvent l'accepter. On n'a pas les mêmes communications en zone urbaine, parler du protocole de la ville de Paris. Aujourd'hui, même si on fait 3 interventions en 3 semaines, les gens entre 2 séchages ne comprennent pas que le chantier il est abandonné. Aujourd'hui, on voit, les gens ne peuvent pas comprendre forcément des contraintes, qu'elles soient techniques ou administratives, se dire le chantier il est abandonné. C'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Par ailleurs, je suis effectivement signataire de la charte, puisque je suis le président de la Fédération des travaux publics en Ile-de-France, et j'ai la chance de le mettre à jour assez régulièrement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi un sujet d'amélioration d'information, mais également de compréhension des riverains. Et c'est vrai que la ville de Paris est un exemple sur ce sujet. On explique aussi aux gens, quand on fait dans des zones aujourd'hui de désimperméabilisation, c'est dans l'intérêt du riverain. Mais rien ne peut se faire sans y mettre un peu et accepter un peu de gêne pendant la période des travaux pour qu'après, on puisse en tous les cas revivre cet espace public dans son intérêt de sa famille. Il parlait tout à l'heure de contraintes autour des écoles. Aujourd'hui, on l'a vu encore il n'y a pas très longtemps sur la ville de Paris. Alors je prends la ville de Paris parce que c'est forcément un exemple d'urbanisation importante. Et puis aussi de difficulté d'expliquer à la population qu'on gêne à un moment donné, même d'un point de vue technique, on peut être amené à gêner sans avoir envie de les gêner, mais parce que la technique ne permet pas de faire sans bruit, même si la motorisation a changé. Mais effectivement, le brise-roche, il fait toujours du bruit quand il tape. Le véhicule, pour des raisons de sécurité, fait bip-bip quand il recule. Alors c'est vrai que pour des gens qui font de la route, on a des engins qui font que des allers-retours toute la nuit quand on travaille, c'est-à-dire les compacteurs, les cylindres, ils font effectivement tous les 100 mètres un aller-retour. Et c'est vrai que cette gêne, il faut que les gens puissent le comprendre pour des raisons de santé et de sécurité au travail. Donc nos propres contraintes peuvent devenir aussi des contraintes aux riverains sans qu'on en ait la maîtrise et en tous les cas l'obligation de respecter ce genre d'activité avec du bruit, même si le moteur fait plus de bruit. Patrice, limiter les matériels compacts aux chantiers urbains serait réducteur, parce que même si ce ne sont pas des chantiers de productivité, vous essayez quand même d'avoir une certaine efficacité opérationnelle. Comment vous définissez les matériels que vous allez déployer sur un chantier pour avoir effectivement le meilleur rendement possible, mais tenir compte des contraintes que nous avons détaillées? Le matériel compact, il a toujours été utilisé depuis très longtemps. On cherche à avoir du matériel compact pour plusieurs raisons. Déjà pour son transport, ça sera beaucoup plus facile de le transporter en ville, notamment éviter d'utiliser des porte-chars volumineux. Ensuite, le matériel compact, après, c'est en adéquation avec le chantier. On ne va pas utiliser des grosses machines pour des petits chantiers de nuit, etc. Les compacteurs, il faut essayer de les prendre pas le plus petit possible. Il faut qu'ils soient adaptés en fonction de l'ouvrage qu'on va faire, mais il faut aussi éviter de faire vibrer tout le quartier aussi, parce que même si les compacteurs font peu de bruit, et font peu de pollution, ils sont surtout source de vibrations et peuvent gêner l'environnement. Après, l'utilisation de matériel compact, c'est aussi une adéquation économique où on va plutôt utiliser du matériel plus petit pour le transport et pour l'ouvrage à faire, quoi. Mais on reste sur quand même des évidences techniques. Oui, on a besoin de compacter un matériau, on a besoin à un moment donné de réaliser une tranchée. Les matériels qu'on met en face de ces applications sont ce qu'ils sont. Est-ce que vous avez identifié des voies de progrès à ce stade qui pourraient contribuer à une meilleure acceptabilité? C'est utiliser des machines, oui, comme on parlait de bruit, on disait que la motorisation, bien sûr, passer d'un moteur thermique à un moteur électrique, on va gagner encore en décibels, on va drôlement diminuer, surtout avec un moteur électrique, on n'a pas de ralenti, par exemple. Donc, il y a aussi des riverains qui en ont marre d'entendre les machines. Ils ont toujours l'impression que les machines ne tournent jamais. Alors, ils n'entendent plus l'outil, mais ils entendent encore le bruit du moteur. Donc, c'est toujours un bruit résiduel qui peuvent les déranger. Voilà. Alexandre, pour faire face à ces contraintes, est-ce que vous avez
fait évoluer, modifier vos mises en œuvre de matériel, vos métiers finalement. Oui, tout à fait. Dans la temporalité d'un chantier de déconstruction, on opère toujours pour le dire très simplement, d'abord on isole le bâtiment de la ville, ça veut dire qu'on supprime tous les branchements, les réseaux, le gaz, l'électricité. On réinstalle une base vie provisoire avec tout ce dont le chantier aura besoin, et en particulier de l'électricité. La plupart des chantiers qu'on va réaliser ont un temps de dépollution, comprenant le désamiantage et qui nécessite la mise en place de confinement, de contrôle d'air, de contrôle de rejet. Ça veut dire que systématiquement, ou pratiquement systématiquement, on dispose d'électricité. On verra ça plus précisément dans la seconde table ronde. Au niveau de vos process, est-ce que vous les avez fait évoluer pour tenir compte des contraintes et effectivement être le mieux accepté possible dans ce petit environnement ? Tout à fait. Les métiers de la déconstruction sont des métiers qui sont un petit peu déroutants parce qu'il n'existe pas ou peu de ratio économique. C'est-à-dire qu'un chantier qui sera identique, le bâti identique dans une zone ou dans une autre, sera appréhendé de manière différente. Je m'explique. On travaille, nous, d'abord par cercle concentrique. Quel type de matériel on va pouvoir faire accéder au site ? C'est-à-dire qu'on va pousser vers une mécanisation la plus lourde possible, si tant est que le quartier puisse l'accepter. Donc un premier cercle, quel camion je peux accéder ? Tout part du matériel. Tout part du matériel et des modes opératoires. Ensuite, le cercle le plus serré, c'est celui de l'emprise juridique du site. Et puis ensuite, ce que nous, on appellera la cinématique de chantier. Comment une matière qui est au 10e étage ou au 5e sous-sol, je la ramène en circulation verticale au rez-de-chaussée, et comment je passe de là à la benne, sachant que notre scope, c'est bien la séparation de la matière à la source. Le but étant, dans ces phases de dépollution puis curage, donc retrait de tous les équipements de corps d'état secondaire, d'aller garder une structure béton que là on déconstruira soit en réhabilitation, en chirurgie, soit en démolition lourde avec des matériels plus lourds. Plus on va aller vite, dans le respect évidemment des biens d'autrui, moins la gêne sera forte. Alors sans revenir au travail à la boule, parce que ça c'est quand même... Non, ça c'est fini. Fini depuis très très longtemps. Et est-ce que vous avez dernièrement abandonné certaines pratiques qui ne sont plus acceptables à l'heure actuelle dans l'espace urbain ? Celle que vous venez de citer, c'en est une. L'explosif, par exemple, a un champ d'application vraiment tout à fait particulier et limité. Mais j'allais dire que le secret là-dedans, c'est l'anticipation, la planification, la communication riverain. Et à partir du moment où on sait ce sur quoi on a à intervenir, on va pouvoir établir des modes opératoires bien plus précis. C'est ce qu'on cherche à faire dans notre syndicat professionnel, où on va développer des méthodes communes, des modes opératoires communs. Et pour ce faire, il faut se donner les moyens d'avoir accès à l'électricité, à l'eau. Sans eau, sans électricité, vous allez vers de la nuisance majeure. C'est clair. José, sur les chantiers que vous réalisez en milieu urbain dense, quelles sont les précautions que vous prenez, que vous ne prenez pas en race campagne, parce que forcément les attentes de l'écosystème est différent? Je dirais qu'aujourd'hui, en zone urbaine, on est effectivement plus attentif aux vibrations pour effectivement éviter les dommages aux ouvrages annexes, en tous les cas à nos infrastructures. Aujourd'hui, on ne prend pas plus de précautions en zone urbaine d'un point de vue général. On est attentif différemment parce que l'enjeu de l'environnement est différent. Mais aujourd'hui, puisqu'on parle de période électorale, dans quelques mois, en tous les cas en début 2026, on s'aperçoit aujourd'hui que l'acceptabilité des chantiers est différente dans des périodes différentes, c'est-à-dire le préélectoral, en tous les cas, est différent, c'est-à-dire qu'on va nous aussi avoir à travailler sur les semaines et les mois qui vont venir, à faire accepter à nos élus que nos chantiers peuvent être effectivement, certes, impactants sur l'espace public, mais également impactants pour nos collaborateurs, parce qu'on ne peut pas non plus faire une pause dans nos travaux. On ne peut pas dire on va s'arrêter de travailler parce que une fois tous les 6 ans, il y a des élections. Je dirais même qu'en France, on a des élections tous les ans. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il est important aussi que on puisse faire accepter, comme on l'a fait dans une période importante qui était en 2024 sur les JOP. Donc on a vécu une période où sur 3 mois ou 4 mois, il était nécessaire de faire attention et de programmer et donc d'anticiper la gêne aux usagers
dans des opérations ponctuelles, certes, mais bien programmées, hein, ne serait-ce que des événements sportifs. Donc voilà, donc aujourd'hui, on doit être capable aussi de démontrer que dans toutes les périodes, nos chantiers, dès l'instant où ils sont présentés, acceptés, doivent être exécutés dans le respect des contraintes qui nous sont imposées par nos maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage, pour nous, dans l'activité des domaines publics, c'est souvent les collectivités territoriales, mais pas que. Même quand on a une commande d'État, on est souvent sur un territoire qui est rattaché à une collectivité. Et c'est vrai que c'est important que le lien entre l'entreprise en zone rurale ou en zone urbaine soit dans le respect de l'attente des élus par rapport à leurs concitoyens, en tous les cas, ou leurs électeurs, puisque la période sera plutôt aux électeurs qu'aux concitoyens, même si les personnages se confondent. Vincent, vous êtes également soumis à ce cycle qui, effectivement, alterne des périodes d'intense activité avec des périodes de moindre activité, même si vous avez toujours, vous, cette activité de maintenance et d'entretien au quotidien. Oui, alors c'est ça. En fait, il y a une part cyclique, effectivement, mais là, on a finalement trois grands types, on va dire, de chantiers. Les chantiers de travaux neufs, par exemple, voilà, l'installation de mobilier urbain ou de remplacement de mobilier urbain existant. Ce qu'on fait beaucoup et qu'on développe beaucoup, et qui est d'ailleurs une manière aussi de diminuer la gêne, l'impact, etc., c'est de reconditionner les mobiliers existants. Donc là, quelque part, c'est du coup plus de génie civil, plus de modification de l'ossature du mobilier en lui-même. On vient le reconditionner directement dans la rue, sur le trottoir. Donc c'est des choses qu'on développe beaucoup depuis quelques années, en fait qu'on fait depuis toujours. Hein. Depuis le début de l'entreprise, le choix a toujours été d'installer des mobiliers urbains en faisant des choix plutôt haut de gamme, de conception, de traitement de surface, de durabilité, matériaux durables. Et de les entretenir du mieux possible pour pouvoir les faire durer et permettre du coup leur réutilisation, leur réemploi, leur reconditionnement. Donc on fait aussi beaucoup ça. Et puis après, on a nos chantiers. Alors je ne sais pas si on peut le qualifier de chantier, mais en tout cas nos opérations de maintenance qui, elles, sont quotidiennes, que ce soit pour du vandalisme, pour des dégradations ou même pour la continuité du service. Et finalement, elles n'ont pas toutes le même impact. C'est-à-dire que la première typologie va être un petit peu plus impactante. Il va peut-être y avoir du bruit, etc., du génie civil. Le reconditionnement moins. Et la maintenance, c'est pareil, on est sur des choses assez courtes. Donc finalement, ça permet aussi d'absorber ce côté cyclique, parce que tous nos chantiers ne se valent pas de ce point de vue-là. Vous parliez de vandalisme. Récemment, il y a eu des événements, notamment à Paris, autour du stade du Parc des Princes et dans la ville, sur les Champs-Élysées. Comment vous réagissez ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que ça a impliqué pour Jean-Claude Decaux en termes d'intervention, de dégradation et de mobilier à reconstruire ? Là, par exemple, les derniers événements, oui, alors c'est toujours des choses un petit peu soudaines. Alors on y est préparé et puis on essaie de les anticiper au mieux. Donc il y a des choses qui s'anticipent, d'autres qui sont un peu plus spontanées, on va dire, comme événement. Mais voilà, on a un système de permanence, d'astreinte, etc., dès la fin des opérations, et même pendant les opérations d'ailleurs, où les événements, commencent déjà par auditer, faire le bilan des dégâts, en fait, des dégradations, et ensuite faire sortir des équipes qui viennent intervenir. Donc là, sur les derniers événements, c'était une centaine de mobiliers urbains qui avaient été dégradés, et que dès le lendemain, dès le jour même et dès le lendemain, on est venu remplacer. Donc on a cette... Donc là, vous agissez, une cellule de crise, on donne les priorités et on essaie de ramener le délai d'intervention le plus court possible. Exactement. Pour que la ville retrouve son visage. Et quand c'est des choses qui peuvent être prévues, ça peut aussi être des choses qu'on anticipe sur par exemple des parcours de manifestation. Ça peut être d'aller protéger les mobiliers urbains, d'aller retirer les glaces des abribus par exemple. Et puis de venir après faire le même balai dans le sens inverse une fois l'activité un petit peu retombée. Donc ça c'est notre quotidien sur Paris, mais voilà, en région aussi. Alexandre, on parlait de reconditionnement en place. Vous recyclez des matériaux en place. Est-ce que c'est facile de mettre en œuvre une installation de recyclage de matériaux issus de la déconstruction en ville ? Alors la technique nous permet plein de choses. Oui, c'est facile. La question, elle est plutôt sur la temporalité et la planification. Recycler, tout est recyclable. On peut pas techniquement à peu près faire ce qu'on souhaite. En revanche, il faut que ça s'insère dans une intégration logistique. La temporalité du chantier de déconstruction, c'est vraiment le premier acte de déconstruire. Et l'usage d'un matériau recyclé, il est plutôt sur l'aménagement VR des voiries,
Dans ce spectre-là, là où on pourrait avoir un véritable progrès, c'est l'usage d'un matériau recyclé sur un chantier même et avoir une interconnectivité avec le chantier d'à côté, avec nos confrères de la FNTP, avoir des liens comme ça et puis avoir des ressources croisées, parce que le vrai sujet de l'urbain, c'est de limiter le transport, limiter les allées et venues, et déjà que chacun soit conscient d'une chose, c'est que le chantier de déconstruction, la déconstruction, c'est 46 millions de tonnes pour 60 millions de déchets en France. José? Je veux bien intervenir. Effectivement, aujourd'hui, c'est important, mais c'est aussi une culture, on le disait avant l'émission, culture de nos maîtres d'ouvrage et de nos maîtres d'œuvre. Alors, pourquoi aujourd'hui on utilise très peu ou on a du mal à utiliser les matériaux recyclés? Alors certes, en voirie, peut-être un peu plus, parce qu'il y a depuis une trentaine d'années, les gens qui ont cultivé cette démarche de déconstruction et de recyclage et de revalorisation. Aujourd'hui, en Ile-de-France, on a initié il y a un peu plus de 2 ans une feuille d'économie circulaire où on impose à ce que les territoires puissent mettre à disposition un lieu où les entreprises de déconstruction, pas forcément que celles du bâtiment, mais également des travaux publics. Aujourd'hui, on parle de zones de stockage de pavés, comme ça a eu été le cas il y a des années sur la ville de Paris. Et au fur et à mesure de l'urbanisation, ces sites ont disparu pour laisser place à de la construction. Aujourd'hui, on y revient. Donc effectivement, c'est un travail qui est fait avec la profession, en lien avec l'ADEME et le CEREMA, où aujourd'hui on impose donc, à certains maîtres d'ouvrage, publics, privés, et les aménageurs, certains ont signé déjà des chartes d'obligation de bonnes pratiques pour effectivement qu'on limite cette gêne à la circulation, au transport de matériaux pour ramener sur des places et des sites de valorisation fixes, plutôt donc en gros à 15 km du chantier, d'essayer de trouver dans des zones plus proches pour éviter effectivement d'augmenter le transport qui aujourd'hui est loin d'être décarboné, en tous les cas en France. Patrice, on a parlé de chantiers furtifs, on peut également parler de chantiers plus sobres. Vous êtes tous engagés dans des démarches de décarbonation. Comment on gère la fonction matérielle dans ce cadre-là? Est-ce qu'on va chercher un matériel polyvalent de taille intermédiaire qui pourra faire à peu près tout plus ou moins bien, ou on est quand même plus sur des ateliers spécialisés en sélectionnant machine par machine la plus appropriée aux travaux? Aujourd'hui, quand on a un chantier, d'abord on utilise les machines qu'on a dans notre parc. Donc en fonction de l'offre actuelle, on a plus ou moins alors si on revient sur les machines électriques, on a plus ou moins de machines électriques ou pas, tout en sachant que les machines électriques sont plutôt des machines compactes. Donc ça va être des petits chantiers. Aujourd'hui, si on parle de la démolition, si on a des pelles de 100 tonnes ou 200 tonnes, on aura difficilement des machines électriques, ou du moins il faudra plutôt les faire soi-même. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre, donc aujourd'hui on est toujours sur des machines avec des moteurs thermiques, mais qui sont aujourd'hui plus du tout polluants pour l'environnement. On sait bien que notre diesel aujourd'hui est propre. Après, si on veut limiter... vous parlez peut-être de chantiers compacts? Complètement, de chantiers et donc de matériel à la clé. Est-ce que vous privilégiez une machine très très polyvalente, mais dont le rendement n'est pas extraordinaire, ou vous préférez avoir des machines? La motorisation des machines, ça ne change rien au rendement des machines aujourd'hui. Je vous dis une machine électrique, du moins nous c'est ce qu'on remarque, une machine électrique ou une machine à moteur thermique, on va avoir la même performance pour la production. On ne voit pas de différence. La seule différence, c'est la logistique qu'il y a derrière pour une machine électrique, où il faut du courant, il faut trouver une source électrique, notamment si le chantier est plus ou moins long. Si c'est un chantier d'une journée, on n'a pas de souci, du moins en matériel électrique. Alors on parle de matériel compact, notamment des compacteurs. Les compacteurs aujourd'hui, même ceux de 3 tonnes, vous avez du mal à faire d'avoir 2-3 heures d'autonomie. Bon, après, c'est peut-être suffisant pour nos chantiers, mais c'est cette adéquation qu'on doit faire entre l'autonomie des machines, la logistique derrière pour pouvoir les réalimenter. C'est tout ça qui aujourd'hui est le cœur du problème, quoi.
D'accord. Vincent, quand on parle décarbonation chez Jean-Claude Decaux, vu le parc, vous avez des poids lourds, vous avez des utilitaires légers, vous avez des véhicules évidemment de fonction. Comment vous appréhendez cette question et qu'est-ce que vous déployez comme solution très pratique? En fait, les solutions, il n'y a pas une réponse finalement, il y en a plusieurs parce que les solutions, on les adapte beaucoup au type d'intervention qu'on a besoin de faire. Donc, si je prends des interventions de maintenance, là, on va plutôt être sur des véhicules légers, des fourgonnettes, etc. Donc là, en fait, on adapte les motorisations principalement en fait, aux possibilités pour l'électrique de recharge qu'on a. En fait, la particularité de nos chantiers, c'est comme on est sur des petits chantiers, des petites emprises, en fait, on n'a pas de base vie, on n'a pas de zone dans lesquelles on puisse, zone de chantier dans lesquelles on puisse recharger, etc. Donc, vous intervenez en autarcie complète. Voilà, donc nous, notre défi, c'est l'autonomie. Parce que voilà, les véhicules, soit les opérateurs rentrent chez eux avec, soit on vient les stationner dans nos agences, dans nos dépôts. Mais voilà, il faut pouvoir assurer ça. Donc ça va être soit de l'électrique, soit, alors même pour des toutes petites interventions, tu peux même mettre du vélo cargo électrique qu'on fait pour de la petite maintenance, par exemple, sur les sanitaires, par exemple. Voilà, ou sinon de l'hybride ou de l'électrique. Et après, pour des opérations qui nécessitent plutôt du bruitage, là, en fait, on adapte. On est en train d'ailleurs de faire évoluer, de renouveler notre flotte. Déjà, on essaie toujours de faire au plus petit possible, hein, parce que comme on intervient sur le trottoir dans des rues qui sont pas forcément grandes, hein, parce que voilà, c'est toutes les rues où on peut être amené à passer un bus, donc ça peut être grand comme petit. On est sur globalement des petits tonnages. La moyenne, c'est d'utiliser plutôt pour des montages de mobilier des camions de 10 à 12 tonnes. Voilà, donc ça, c'est le haut de gamme chez vous. Voilà, camion grue, plateau. Voilà, on peut être amené à faire plus, évidemment, en fonction des besoins, puis en fonction des charges élevées. Mais voilà, donc on reste sur des choses relativement petites. Et voilà, on s'intéresse beaucoup en ce moment à la motorisation baissant sur ce type de véhicule, donc à l'huile de colza, pour pouvoir voilà, à la fois conjuguer voilà, des performances écologiques, etc., et en même temps une autonomie qui est indispensable. José, vous réalisez en interne vos transports, donc vous avez une flotte évidemment de tracteurs et de remorques. Qu'est-ce que vous avez choisi comme solution en motorisation? Aujourd'hui, l'évolution, effectivement, c'est de passer à l'oléo. Donc, effectivement, avec le OE100, avec un carburant, un biocarburant. Aujourd'hui, effectivement, en fonction de nos usages, on parlait d'autonomie tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, enfin, en tout cas, avoir une seule énergie. Je ne vais pas dire qu'il faut être 100% électrique, parce que, monsieur le disait, on va avoir des collaborateurs qui vont faire des petites distances. Cela, on peut imaginer, avec un retour agence ou un retour dépôt, facilement le raccorder. Des gens qui vont avoir besoin dans leur journée un peu plus d'autonomie, on va essayer de les passer soit à l'hybride rechargeable, soit ce qu'on appelle le full hybride. Et aujourd'hui, pour les matériels de transport, c'est à peu près pareil. Donc aujourd'hui, effectivement, on se dote d'eau biocarburant pour effectivement recycler nos camions, en tous les cas les faire muter dans les nouvelles acquisitions. Mais aujourd'hui, de manière générale, on pourrait peut-être, en fonction de certains choix, passer aux camions électriques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, en l'occurrence, sur une de nos sociétés qui fait et qui travaille beaucoup pour Enedis, aujourd'hui, on est sur nos véhicules de 3,5 tonnes et un poil plus, passé à l'électrique. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est une nacelle, en l'occurrence. On est amené à ce qu'elle, effectivement, elle soit rapatriée tous les soirs. Et si jamais j'avais une intervention d'astreinte à faire à 17h30, pas forcément opérationnelle immédiatement, le temps de la recharger. Donc voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on peut être avec différentes énergies en fonction des usages, des autonomies et des distances qui sont nécessaires. Donc voilà, d'avoir une certaine mixité. Je ne vais pas dire comme certains pays où effectivement on pourrait aussi avoir des carburants de synthèse, mais je crois que c'est quand même réservé au vu du prix à certains usages, peut-être plus sportifs. Mais voilà, donc je crois qu'aujourd'hui on a une réponse technologique qui nous permet, en fonction de nos choix, de faire des choix. Je fais quelques années, on a fait un essai à la ville de Paris, on a fait un chantier de tout électrique.
Certes, le tout électrique à Ville de Paris, comme dans beaucoup de villes, je le rappelle, on le disait tout à l'heure. On le présentera en deuxième partie. On le représentera tout à l'heure. Alexandre, la logistique fait partie également de votre métier, donc c'est un enjeu important. Comment vous gérez et comment vous appréhendez cette question de décarbonation, en particulier pour vos transports? Alors voilà, donc on va prendre le volet transport pour l'heure. En tant que chef d'entreprise et investisseur sur du matériel qu'on renouvelle tous les ans, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de perspective sur ce que sera le coût de l'énergie dans 5, 8, 10 ans? Ça nous aiderait pour faire un choix, par exemple, sur un camion poids lourd, en fonction de ce qu'on va transporter. Moi, j'ai besoin de savoir, sachant que mon camion, je l'achète, je l'amortis sur 8 ans à peu près, c'est le temps d'usage d'un 8x4, un camion d'une trentaine de tonnes. J'ai besoin de savoir ce que sera l'énergie. Le choix que j'ai aujourd'hui, c'est du gaz comprimé ou liquéfié, c'est du fuel avec des alternatives biocarburants et de l'électrique. Sauf que dans la temporalité de notre chantier, la densité des matériaux qu'on va transporter étant différente et la volumétrie du camion également, il va y avoir des solutions, comme vous l'avez évoqué. On a fait une expérience à l'électrique et on se rend compte que l'électrique, c'est bien pour les phases de curage, donc les premières phases où on transporte du volume très léger pour faire du périurbain, voilà, pour aller chez les recycleurs qui ont des zones. Donc finalement, on ne peut pas traiter le sujet du transport indépendamment du foncier, de la logistique et des plateformes de recyclage. C'est vraiment une étude où on doit travailler en lien et pas en silo. Si on travaille en silo, on fait une erreur. Il est important d'avoir des sites intermédiaires qui sont souvent inexploités, des anciennes zones. Voilà, on est à Paris, on pense aux zones de plaine commune où on avait beaucoup d'activités industrielles qui ont disparu. Voilà, ça, c'est des relais importants qui doivent se coupler au fleuve, au train, au multimodal en quelque sorte. Patrice, Alexandre parlait du manque de visibilité et de perspective sur ces filières-là. Plutôt team HVO, plutôt Bessan chez Vinci? HVO et Bessan, alors Bessan, ça sera plutôt pour les poids lourds. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait le plus, on va dire. Et le HVO, on va plutôt le réserver aux engins de travaux publics. Donc c'est du HVO rouge. Voilà. Et dans le milieu urbain Alors, c'est pas très utile. Bon, il y a toujours oui, comme disait Alexandre tout à l'heure, c'est le problème de. On voit pas. Le HVO demain sera peut-être réservé pour les SAF. Donc on a du mal à voir l'avenir avec le HVO, tout en sachant que le HVO est vraiment une solution transitoire. Aujourd'hui, le HVO permet de faire baisser notre empreinte carbone pour du matériel actuel. Des matériels qui ont 2 ans, 3 ans, ou peut-être même du matériel comme si on a du matériel Caterpillar qui date depuis 50 ans, on peut en avoir aussi. Le HVO fonctionne très bien. Ça évite de changer le moteur, surtout si c'est des moteurs de... Alors on quitte un peu l'urbain, là, de plusieurs milliers de chevaux, quoi. Voilà. Là, c'est une solution accessible, disponible aujourd'hui, oui. et efficace, puisque ça contribue quand même à la... Il y a un problème de volume aussi aujourd'hui, oui. Voilà. Et surtout de pérennité dans le temps, puisque on ne sait pas pendant combien de temps ça va durer, mais tout en sachant que pour nous, c'est une solution transitoire. Sur vos géographies, la ressource n'est pas forcément toujours disponible et en quantité suffisante. Alors, on va dire en Ile-de-France, il y a plusieurs dépôts. Oui. Il y en a un à Vers-sur-Marne, puis il doit en avoir un vers les Mureaux, je crois, de mémoire. Après, c'est peut-être plus en province, où là, il y a quand même beaucoup moins de possibilités. Après, le HVO peut être aussi utilisé pour les camions, où il y a certaines stations-service qui en fournissent. Donc il y a possibilité d'utiliser aussi le HVO pour les camions. Dans le sud de la région parisienne, le HVO est disponible en quantité. Je ne suis pas suffisamment spécialiste, mais aujourd'hui, effectivement, les gens se repositionnent. Tout récemment, il y a d'ailleurs une station multi-énergie qui a été installée à Plessis-Pâté, où effectivement, on peut faire de l'électricité en grande quantité, puisqu'il y a des recharges rapides, on peut recharger du gaz, on peut recharger effectivement tous les hydrocarbures et carburants de synthèse. Donc aujourd'hui, c'est effectivement aussi une transformation des obligations des constructeurs, enfin en tous les cas des distributeurs pétroliers, puisque ça leur est imposé depuis 5-6 ans de se retransformer, de retransformer aussi leurs stations, de réduire le nombre de stations de carburant classique, puisque c'est une loi qui l'impose, d'augmenter aussi la distance de ravitaillement, puisqu'aujourd'hui, si on passe effectivement
à 25 km moyen d'une station-service à 15, pardon, c'était 15 avant, et effectivement, ça va passer à 25. Donc, effectivement, si on éloigne, il faut aussi qu'on ait aussi une certaine usage multimodal au niveau énergie, d'avoir une capacité à proposer toutes les énergies. Sinon, il y a un moment donné où, si on augmente la distance de ravitaillement, on risque aussi d'avoir un problème pour pouvoir se ravitailler en fonction des choix qu'on aura fait. Même, bien sûr. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a aussi un complément, si je peux me permettre. Aujourd'hui, les hydrocarbures, en tous les cas, la distribution d'hydrocarbures, c'est aussi une ressource financière importante, puisque les carburants sont surtaxés, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, puisque ça dépasse les 50% de taxes. Aussi, cette nouvelle énergie, ça répond peut-être un tout petit peu à cette question. C'est comment aujourd'hui l'État français nous trace une certaine ligne sur le coût de l'énergie. On parle effectivement d'énergie aujourd'hui électrique à base de nucléaire, mais effectivement à prix égal par rapport à l'Europe ou 2 fois plus cher que l'Europe. Complètement. On l'a bien compris, vous attendez un petit peu plus de visibilité et de lisibilité de ce que pourrait être la feuille de route énergétique du pays. C'est un autre débat. Il est temps maintenant de passer aux questions des internautes. Mathieu, y a-t-il des questions pour nous inviter ce matin ? Alors oui, Jean-Noël, la rédaction aurait 2 questions. La première, donc on a évoqué toute une série de mesures qu'on peut prendre pour limiter les nuisances et améliorer, diminuer les émissions des chantiers. Est-ce que ces arguments pèsent aujourd'hui dans la désignation des appels d'offres ? Alexandre ? Oui, tout à fait, en particulier en matière de déconstruction. On va être évalué, hein. Il n'y a pas que le prix qui compte, on a aussi des grilles de mémoire administrative, mais aussi mémoire technique sur la performance en recyclage et en réemploi. Le réemploi, c'est l'usage à nouveau de la matière sans passer par la dépense carbone. On va avoir également des champs d'application ou de maîtrise d'énergie, enfin d'émissions en bruit, poussière, vibration, et c'est là-dessus qu'on va être évalué sur des chantiers déjà réalisés, en particulier sur la mise en place de data. C'est important de produire de la data. José, la valeur technique La valeur technique est importante sur un appel d'offres public ou parapublic, où effectivement les règles sont établies dans le cahier des charges, où il y a des réponses forcément environnementales, et d'année en année, la part du quota environnemental est importante, comme elle pourrait également l'être. C'est quelque chose qu'on a vu évoluer aussi sur la partie RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc on peut l'élargir effectivement à ce domaine sur l'environnement, sur les énergies, l'usage des énergies, et puis la réponse aux contraintes des usagers qui nous sont imposées par le cahier des charges. Patrice, la valeur du parc et des matériels engagés sur un chantier. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est pas très demandé aujourd'hui. C'est pas comme dans les pays scandinaves où, bon, après ils sont on peut mieux faire. Subventionnés, on peut mieux faire. Mais il y a des exemples. Moi j'ai un exemple, c'était à Nantes où pour obtenir un appel d'offres, il fallait avoir des véhicules électriques. Voilà, donc tout le monde est au même. Le jour où vous avez l'appel d'offres, soit vous les avez déjà, ou soit vous investissez dans les véhicules électriques. Ça fait partie du jeu, et pourquoi pas. Vincent, avec ou sans ZFE? En fait, c'est vrai que nous, dans notre profession, on sent que les choses évoluent. On aimerait que ce soit plus valorisé dans les critères de notation, parce que nos marchés, nous, c'est pas des marchés de travaux, c'est des concessions de services. Et bien souvent, le critère prix reste assez prépondérant. Voilà, donc il y a des choses de demander, évidemment, hein, sur toutes les thématiques qu'on a dit, mais qui sont encore assez peu valorisées financièrement. Donc c'est vrai qu'on est assez demandeur finalement d'encore plus pondérer et de faire correspondre en fait aussi les demandes, les expressions d'un cahier des charges avec la notation des offres. D'accord, donc la balle est dans le camp de vos donneurs d'ordre. Mathieu, une deuxième question pour nos invités. Alors, ce serait autour de la communication aux riverains, notamment pour les chantiers du Grand Paris. On avait vu émerger toute une série de dispositifs, que ce soit sur Internet ou sous forme de visite ou de bâche sur le chantier. Comment vous abordez cette question ? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse ? Je pense que ça intéresse. Oui, en premier lieu, il y a une procédure qui s'appelle la procédure du référé préventif, à savoir que le maître d'ouvrage mandate un expert judiciaire qui a pour rôle de gérer une interface avec l'ensemble des riverains. Ça va du concessionnaire, en passant par la ville, en passant par les habitants, en passant par tout ce qui touchera le projet. Et c'est le seul
moyens contradictoires sur un chantier complexe. Une entreprise de travaux capés ne part pas à risque sans faire ou sans demander au maître d'ouvrage de diligenter un référé préventif. Ça n'empêche que malgré ceci, on est obligé de prendre des précautions supplémentaires par rapport au passé, c'est-à-dire qu'on va mettre des capteurs sonores de vibration pour prouver que l'entreprise... Pour activer tout ça. Voilà, pour faire de la data et que l'entreprise a mis en œuvre les moyens technologiques les plus adaptés à une situation de travaux. Malheureusement, un chantier sans aucune émission n'existe pas. Une part de nuisance est toujours intégrée. Et c'est en ça que la communication est importante, parce qu'il s'agit de dire aux riverains, à ce moment-là, on va avoir des zones critiques, on écoute le voisin pour dire, voilà, si j'ai une école maternelle à côté, on va pas faire des marteaux-piqueurs entre 13h et 14h, voilà, où on intègre les contraintes des autres, et puis on essaye aussi d'être sympa. Alors c'est bien quand c'est prévu dans le cahier des charges, mais il y a toujours une part de surprise auquel il faut qu'on s'adapte. Et voilà, on est aussi dans une relation commerciale avec nos maîtres d'ouvrage, rendre le chantier plus smooth, comme on aime dire. Vincent, quand on travaille pour des communicants, est-ce que communiquer pour soi, c'est pas le plus difficile exercice? C'est vrai que on communique assez peu sur nous-mêmes. C'est vrai que voilà, nous on est plus au service de nos clients, collectivités, nos clients annonceurs. Voilà, mais évidemment, la communication sur les chantiers, sur les emprises est clé. Alors avec une difficulté aussi, c'est que on est je dirais le caractère restreint en durée, en temps, mais multisite de nos interventions, font qu'il y a un aspect administratif d'autorisation d'intervention qui est très important et qui conditionne beaucoup la réalité de nos plannings. Donc c'est vrai que c'est une contrainte à prendre en compte, parce que finalement, pour communiquer, il faut avoir des informations aussi à donner, parce que sinon, si la communication, il ne faut pas qu'elle soit déceptive non plus. Voilà, il faut pouvoir aussi maîtriser ces plannings dont on n'est pas forcément les seuls acteurs, parce que voilà, faut aussi avoir l'autorisation sur plusieurs centaines de chantiers en même temps d'intervenir tel jour à telle heure. Donc voilà, c'est un peu l'équation qu'on essaie de tenir au quotidien. José, la communication, ça fait partie maintenant du métier des travaux publics, d'une entreprise de TP. Effectivement, pour reprendre la question qui nous a été posée, aujourd'hui, on est effectivement un chantier surtout sur la durée. Il citait effectivement le cas de la Société du Grand Paris, qui est depuis la société de projet de réflexion. C'est effectivement la volonté d'un maître d'ouvrage de faire savoir aux riverains ce que l'on va faire pour qu'il n'y ait pas d'interprétation de ce qui peut se dire. Donc vraiment, voilà, de fixer. Alors, effectivement, on met référence sur le site, des badges, des numéros de téléphone, je le disais tout à l'heure. Je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, l'acceptabilité de nos ouvrages, c'est de faire savoir ce que l'on va faire, dans quel délai, et d'essayer, si possible, de respecter ces délais pour que les gens n'aient pas de surprise. Donc c'est vrai que je ne sais pas si c'est de la communication ou de l'information précise pour que les gens ne découvrent pas. On parlait de référents pour la Société du Grand Paris. Aujourd'hui, ces référents ont aussi une obligation de faire des réunions de concertation avec les gens du quartier, pour que les gens puissent aussi poser des questions, pour qu'ils aient effectivement eux-mêmes des réponses, pour éviter d'avoir une autre question aux voisins. On sait comment ça fonctionne. On commence d'une information en se disant il y en a pour une semaine, et si tout va bien, à la fin de la discussion, il y en a pour 3 semaines. Complètement. Voilà, donc on sait bien. Voilà, donc la communication, c'est important. Voilà, je suis plutôt... terme communication, je trouve toujours un peu difficile, puisqu'on n'a rien à vendre. On a simplement à informer les riverains de ce qui se passe au plus près d'eux, et effectivement peut-être sur leur chemin s'ils ont besoin de se déplacer de manière quotidienne. Voilà, mais vraiment d'informer plutôt que de communiquer, même si voilà, l'air du temps fait qu'on aime la communication sur les réseaux sociaux. Mais voilà, faisons attention à quand même à ne pas surcommuniquer non plus. Cette première table ronde arrive à son terme. Je vous remercie, messieurs. On aura compris qu'un chantier urbain, c'est évidemment un donneur d'ordre, une entreprise, mais de plus en plus un riverain qui est associé au projet. Dans la deuxième partie de cette réunion de chantier de France, nous parlerons plus spécifiquement de matériel électrique, toujours en milieu urbain. À tout de suite.